Soma est un grand intellectuel, un peu solitaire, transporté dans un monde magique par le roi qui souhaitait initialement l'utiliser pour assurer la survie de son royaume. Soma, grâce à son intelligence, non seulement sauve sa vie, mais devient le nouveau roi, épouse la princesse et forme une cour importante, tout en tentant d'empêcher une guerre majeure imminente. Ce jeune homme, réaliste et pragmatique, vit avec son grand-père au Japon. Il est un lecteur assidu, passant beaucoup de temps à la bibliothèque. Un jour, en cherchant un livre, une lumière vive l'enveloppe. Visiblement désorienté, il est aspiré par cette lumière et se retrouve quelques instants plus tard en chute libre dans un pays inconnu. Terrifié à l'idée de mourir, il atterrit pourtant sans encombre. Il se relève, quelque peu sonné, et remarque des personnages capuchonnés qui l'observent attentivement. Malgré la peur, il fait bonne figure et décide de feindre l'assurance. Des figures capuchonnées l'escortent vers ce qui lui semble être une salle d'audience. Il regarde autour de lui et aperçoit des personnes vêtues d'uniformes très démodés. Certaines ne sont même pas des hommes, mais semblent être un mélange d'animaux et d'humains. Le roi, jusqu'alors assis sur son trône, se lève et le souhaite la bienvenue dans son royaume, qualifiant Soma de héros, ce qui le laisse perplexe. Le roi le remercie d'avoir répondu à son appel, mais cela met Soma en colère car il n'a répondu à aucun appel et a été plus ou moins enlevé de son environnement sans son consentement et de manière assez brutale. Le roi est pris au dépourvu et lui demande de ne pas leur en vouloir, car ils ont des explications. Il explique qu'il se trouve actuellement dans un monde peuplé de sorcières et de sorciers, de nains et d'elfes, de chevaliers et de dragons qui évoluent librement. Il y a quelque temps, cependant, une petite faille s'est ouverte dans le nord de leur continent et une immense horde de démons en est soudainement sortie. Tous les royaumes environnants ont uni leurs forces pour combattre les démons, mais il s'avère que ces derniers semblent innombrables et, quel que soit le nombre abattu, ils sont immédiatement remplacés. Malheureusement, leur royaume ne dispose pas d'une main-d'œuvre inépuisable et ne peut donc pas poursuivre indéfiniment une bataille perdue d'avance. Soma regarde le roi et lui dit qu'il ne combattra en aucun cas les démons. Le roi semble gêné, alors l'un de ses ministres s'avance et lui explique que l'un des royaumes, connu sous le nom d'Empire du Chaos, est le plus puissant de tous et leur demande constamment un soutien financier. Et s'ils ne fournissent pas ce soutien, l'Empire les a menacés de guerre. Soma demande au ministre comment il est impliqué dans tout cela, et le ministre baisse la tête timidement et lui dit qu'ils ont décidé d'invoquer un héros et de l'offrir à cet empire, car c'est la seule façon d'éviter de payer de l'argent, puisqu'ils n'en ont pas. Soma est extrêmement choqué et regarde le roi, qui a l'air embarrassé. Il demande au roi si c'était le plan, d'appeler un héros dans son royaume, et le roi hoche solennellement la tête. Soma réfléchit à la façon de s'échapper de cette situation et réalise qu'il ne peut pas fuir, car il serait probablement très facilement attrapé et cela pourrait lui causer des problèmes. Il décide d'aborder la situation de manière logique et réaliste. Il regarde le roi et lui demande s'il sait ce qui lui arrivera une fois qu'il l'aura remis à l'Empire du Chaos. Le roi secoue la tête et dit qu'il n'a aucune idée de ce qui pourrait lui arriver, ce qui n'est certainement pas ce que Soma voulait entendre. Il lui demande s'il sait au moins s'il sera en sécurité une fois remis à eux, ou s'ils le tueront immédiatement pour une raison ou une autre. Il ne répond pas à cette question, ce qui le fait réaliser qu'il ne peut pas compter sur la chance et qu'il doit prendre les choses en main. Il regarde le roi et lui demande quand le dernier héros a été invoqué dans ce royaume. Le ministre répond que cela remonte à 500 ans et que depuis, les tentatives ont été vaines. Soma insiste et demande ce qui se passera après qu'il l'ait remis. Cesseront-ils ensuite de réclamer des héros? Cela plonge tous les assistants dans le silence, car ils réalisent qu'ils ne peuvent pas continuer à invoquer des héros pour les leur remettre. Le roi semble confus, et Soma décide que c'est le moment d'agir. Il regarde l'assistance et dit au roi qu'il va les aider à sortir de cette situation, car il est l'élu, le héros qui mènera leur royaume vers une nouvelle ère. Tous sont stupéfaits, mais Soma explique au roi qu'il va vérifier toutes les archives financières et remettre les comptes en ordre afin que leur royaume puisse générer plus de revenus et éviter l'effondrement. Devant ce discours enthousiasmant, la joie se répand et le roi décide de tenter le coup. Ils entrent tous dans la salle et Soma réalise qu'il n'a pas vraiment de plan pour le moment, mais décide simplement de faire le compte de toutes les finances du roi et du ministre. Pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, ils discutèrent de toutes les finances du royaume et il parvint enfin à trouver une solution. Le lendemain, ils se rassemblent devant une assemblée massive où Soma, extrêmement fatigué, semble sur le point de s'endormir à tout moment. Le roi se tient à ses côtés et déclare qu'il a décidé que Soma est le plus apte à gouverner le royaume et qu'à partir de maintenant, il lui transfère la royauté. Tout le monde est choqué par cette révélation, mais personne plus que Soma qui n'avait aucune idée de cela. De plus, le roi déclare fièrement que pour renforcer sa légitimité, il a décidé de marier sa fille unique, Lise, à Soma. En un instant, la vie de Soma est bouleversée et il se voit confier la tâche de changer la vie de tous les sujets de son royaume.
Il s'assied dans ses appartements et se met au travail sur une montagne de paperasse, sans pause ni sommeil, face à l'énorme volume de travail. Soudain, il entend la porte s'ouvrir et une belle jeune femme en uniforme militaire entre brusquement sans rien dire. Soma est si fatigué qu'il ne lève même pas les yeux de son travail et lui demande si elle est instruite et sait lire et écrire. Cela surprend Lise qui répond vivement qu'elle est très instruite. Soma lui pose alors quelques questions de mathématiques élémentaires sans les regarder et, lorsqu'elle y répond correctement, il lui demande de l'aider à gérer son travail administratif. Lise s'approche de lui et annonce qu'elle est la fille de l'ancien roi. Il lève enfin les yeux de ses papiers et lui demande pourquoi elle porte un uniforme militaire. Elle explique qu'elle a toujours eu un talent pour le combat et qu'elle voulait aider au front, alors elle s'est engagée dans l'armée. Elle lui demande ce qu'il a fait à son père, car il est impossible que son père ait abdiqué. Soma soupire profondément et lui raconte qu'il a été convoqué dans cet endroit étrange et qu'il voulait seulement éviter d'être envoyé au royaume du chaos, mais que son père a été impressionné par lui et l'a fait roi. Il la rassure cependant en lui disant que cela ne durera pas, car il ne veut pas être roi et souhaite simplement retourner chez lui. Elle lui dit qu'il restera dans ce royaume pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'il retrouve une situation stable financièrement. Il lui dit également de ne pas s'inquiéter des fiançailles, qu'elle peut les rompre à tout moment si elle le souhaite. Lise semble impressionnée par son humilité et décide de lui parler plus amicalement. Il lui explique qu'il travaille déjà à améliorer la situation financière et qu'il a vendu les joyaux et trésors inutiles du royaume, car le pays a besoin de nourriture et non de bijoux enfermés dans un coffre. Lise semble horrifiée et lui dit que beaucoup de ces trésors sont des artefacts anciens extrêmement précieux. Soma la rassure en lui montrant une liste des objets qu'il a triés et en lui expliquant qu'il n'a vendu aucun objet du patrimoine national ni aucun objet lié à la magie noire. Il n'a vendu que des bijoux classiques en or et en argent. Lise semble plus détendue et l'interroge sur ses projets. Soma répond qu'il n'enverra pas d'argent au royaume du chaos pour le moment, car la population de ce royaume a faim et a besoin de nourriture. Lise suggère qu'au lieu d'envoyer l'argent directement à l'Empire du Chaos, il pourrait l'utiliser pour renforcer son armée. Soma réfléchit un instant et se rend compte qu'elle a raison. S'ils donnent l'argent à l'Empire du Chaos, ils ne cesseront de réclamer davantage. Mais s'ils investissent dans leur propre armée, ils pourraient peut-être leur résister et reprendre leur position. Lentement mais sûrement, Soma commence à comprendre le fonctionnement de ce monde. Il a fait une vaste tournée du royaume et a découvert qu'il possédait de nombreuses richesses insoupçonnées. À première vue, le royaume ressemble à une région très ancienne, sans technique ou outils modernes. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce royaume possède de nombreux luxes modernes sous une forme différente. Par exemple, l'ampoule électrique est une invention assez moderne qui a résolu le problème de l'éclairage pour toujours. Mais dans ce monde, il n'y a pas d'électricité, et encore moins d'ampoules. Étonnamment, chaque rue possède de nombreux lampadaires et même la nuit, les maisons sont éclairées. Ceci est dû à la magie spéciale que possèdent les habitants de ce continent. Ils peuvent créer de la lumière, de la chaleur et de l'eau à volonté, ce qui est très pratique. Il est ensuite conduit auprès d'un prêtre qui lui demande de poser sa main sur une statue d'apparence singulière, affirmant que s'il a une affinité pour la magie, il le saura immédiatement. Il pose sa main sur la statue étrange et soudain, il perd pied dans la réalité, voyant une multitude de points lumineux sur fond noir. Mais il se souvient n'avoir pris aucun LSD, et comprend rapidement que c'est œuvre de magie. Lorsqu'il revient à lui, le prêtre lui confirme qu'il possède une affinité magique et qu'il devrait pratiquer, cela l'améliorera. Il retourne dans ses appartements où il a engagé du personnel capable de lire et d'écrire pour s'occuper des tâches administratives. Il s'assoit et commence à travailler. Mais auparavant, il s'amuse avec sa magie. Il transfère sa conscience dans 3 plumes, qui se mettent immédiatement à écrire de leur propre chef. Il essaie avec une 4e, sans succès, réalisant que 3 objets constituent pour l'instant sa limite. Pendant qu'il travaille, Lise entre pour prendre de ses nouvelles et est surprise de voir les plumes magiques. Elle lui pose des questions car elle n'a jamais vu ce genre de magie. Soma lui répond qu'il vient de la créer. Lise le croit sans difficulté, mais avant qu'elle puisse en dire plus, il lui demande de se mettre au travail et lui confie une montagne de papier. Ils travaillent tous d'innombrables heures avant que Soma ne lève les yeux, cernés, pour constater qu'ils se sont tous endormis d'épuisement. Il s'approche de Lise, qui dort profondément sur le canapé, et l'observe un instant avant de lui retirer délicatement quelques cheveux du visage. Lise, cependant, est habituée à ce genre d'individu et se réveille immédiatement en lui demandant ce qu'il fait. Soma lui répond qu'il voulait juste voir si elle dormait. Le lendemain matin, il lui propose de lui montrer quelque chose et ils montent tous les deux à cheval. Surprise comme à son habitude, elle s'attend à ce qu'il prenne les rênes, mais Soma est assis derrière elle, la tenant étroitement par la taille car il ne sait pas monter à cheval. Ils font une promenade étonnamment romantique qui se termine près d'un immense champ de blanc.
Il descend et Soma, marchant à côté de Lise, lui montre les champs, expliquant que tout leur pays est recouvert de champs de coton similaires, presque inutiles. Il explique qu'autrefois le coton était une denrée très précieuse, si bien que tous les agriculteurs ont décidé d'en cultiver à grande échelle pour l'exporter et gagner beaucoup d'argent. Ceci a entraîné la production exclusive de coton dans tout le royaume, au détriment d'autres cultures. Cela aurait été parfait, car avec l'argent gagné, ils pouvaient facilement importer de la nourriture. Mais le problème est survenu lorsque d'autres pays ont également commencé à cultiver du coton, entraînant une augmentation de l'offre alors que la demande n'était pas si élevée, ce qui a provoqué un effondrement du marché du coton, faisant chuter leurs prix drastiquement et les rendant sans valeur. C'est la raison pour laquelle leur pays souffre d'une famine terrible et que ses habitants n'ont plus rien à manger. Lise a l'air triste car elle était censée être l'une des dirigeantes de ce pays et pourtant elle ignorait complètement ce désastre. Elle s'excuse auprès de lui, mais il lui dit qu'elle ne devrait s'excuser auprès de personne, mais plutôt l'aider à ramener le pays à son ancienne gloire. Ils retournent à la salle à manger et prennent leur petit déjeuner ensemble lorsqu'un homme nommé Ark se présente comme le chef des gardes. Il s'assoit avec eux et demande à Soma s'il peut faire quelque chose. Soma répond très franchement que peu de gens dans ce pays sont utiles, car la plupart ignorent ce qu'ils font. Il lui dit qu'il a sérieusement besoin de plus de main-d'œuvre qualifiée et de personnes possédant des compétences spécialisées. Ark s'incline et lui dit qu'il verra ce qu'il peut faire avant de prendre congé. Plus tard, Lise et Soma prennent le thé, et Soma a soudainement une idée et demande à Lise s'il dispose d'un quelconque dispositif de diffusion. Lise ignore complètement ce dont parle cet homme, alors il tente de lui expliquer le type d'appareil. Lise s'exclame soudainement qu'il possède un appareil similaire pour les annonces publiques. Cela sera parfait pour le plan de Soma. Il lui demande donc de l'emmener auprès de cet appareil au plus vite. Il lui explique qu'il compte recruter une main-d'œuvre parmi le grand public. Lise lui répond qu'ils le font déjà, ce qui surprend Soma, qui lui demande comment ils sélectionnent les personnes. Elle répond qu'ils utilisent une série d'examens écrits, et que ceux qui réussissent sont admis au château comme travailleurs. Soma lui fait remarquer que cette stratégie est extrêmement inefficace, car il passe probablement à côté de personnes extrêmement talentueuses. Il lui demande quel est le taux d'alphabétisation dans leur royaume, et elle répond qu'il est d'environ 30%. Il la regarde et lui dit que les examens écrits seuls ne permettent pas de juger du talent d'un individu. C'est l'aptitude de l'individu qui compte, pas son niveau de lecture. Il ajoute que ces examens sont probablement imposés par de hauts dignitaires qui ont l'influence et les moyens d'envoyer leurs enfants dans les meilleures académies pour leur assurer une éducation et des postes de pouvoir à la cour. C'est du népotisme pur et simple. Elle est choquée par cette révélation et lui demande ce qu'il propose. Il lui dit qu'elle le saura bientôt. Le lendemain, il se place devant l'appareil de diffusion aux côtés de Lise et commence à diffuser dans tout le royaume. Il s'adresse à ses sujets et leur annonce qu'il va leur donner une excellente occasion de changer complètement de vie, captifiant l'attention de tous. Il leur explique qu'il propose une sélection ouverte aux personnes possédant de grandes aptitudes, une spécialisation ou tout type de compétences utiles. Il précise que rien d'autre n'importe. Ils peuvent être lettrés ou illettrés, riches ou très pauvres. Seuls comptent leurs compétences, leurs forces et leurs aptitudes. Le lendemain, tout le monde se rassemble à la cour pour assister au choix des nouveaux venus, directement par le roi. Soma est assis sur son trône, Lise à ses côtés, et la sélection commence. Il remarque que seulement 5 personnes se sont portées candidates à l'examen de sélection. Tous se prosternent devant lui dès qu'Ark présente le roi. Tous sauf une jeune fille grande et à la peau sombre nommée Aïcha. Elle déclare qu'elle appartient au clan des elfes guerriers et qu'ils ne s'inclinent devant personne à qui ils n'ont pas juré fidélité. Ark se fâche et lui ordonne de se prosterner immédiatement, mais Soma l'arrête et lui dit de laisser tomber. Il utilise rapidement sa magie spéciale pour lire à distance tout sur ces elfes et réalise qu'ils sont très connus et redoutés pour leur prouesse au combat et sont réputés être d'excellents guerriers. Elle lui dit qu'elle est l'une des meilleures guerrières de son clan, ce qui fait d'elle l'une des meilleures, sinon la meilleure, du royaume entier. Elle demande ensuite à Soma s'il pourrait l'aider. Il est pris au dépourvu et ne sait quoi dire, mais l'elfe continue en lui expliquant que, pour une raison inconnue, la forêt bénie où ils vivent se détériore à un rythme très rapide. Selon elle et les membres de son clan prennent grand soin de la forêt, mais malgré cela, elle semble dépérir et ils ignorent la raison. Elle ajoute avoir entendu dire que Soma est une personne très intelligente et pourrait peut-être élaborer une stratégie pour sauver la forêt. Soma a l'air perplexe, mais il commence rapidement à réfléchir et demande s'il éclaircisse la forêt ou non. Aïcha le regarde d'un air vide et lui demande ce qu'il entend par là. Soma comprend que ces techniques doivent être relativement modernes et lui explique que lorsqu'une forêt est laissée à elle-même, les arbres les plus vieux finissent souvent par couvrir toute la canopée, empêchant ainsi la lumière du soleil d'atteindre le sol forestier. Par conséquent, aucun jeune plant ne peut pousser.
Le sol forestier entier est alors appauvri et il n'y a pas de jeunes arbres pour remplacer les arbres plus vieux qui pourraient tomber. Cela rend également la zone entière vulnérable à l'érosion et à d'autres problèmes naturels importants. Soudain, Aïcha s'incline profondément devant lui et lui dit qu'elle lui consacre toute sa vie et qu'elle est prête à se battre pour lui et à mourir pour lui. Elle lui demande de l'accepter comme garde du corps et de les aider à restaurer la forêt. Soma l'accepte gracieusement, et la suivante à passer en jugement se révèle être une belle servante nommée Yuna. Elle est considérée comme l'une des plus belles personnes du royaume et la meilleure chanteuse de tous les temps. Selon le ministre, Yuna descend d'une longue lignée de sirènes d'une beauté exceptionnelle qui avaient coutume d'échouer les navires en détournant les marins de leur route grâce à leur voix envoûtante. Soma réalise que si cela est vrai, le chant doit être inné chez elle. Il l'appelle et lui demande de chanter une chanson pour tous, car elle est diffusée dans tout le royaume. Elle lève les yeux vers lui et lui dit qu'elle n'a aucun problème à le faire, mais que la plupart de ses chansons sont tristes et mélancoliques. Soma lui demande si elle pourrait apprendre une chanson par cœur après l'avoir écoutée une seule fois, et elle répond oui. Soma sort rapidement son téléphone et lui donne un écouteur pour qu'elle écoute une de ses chansons. Elle semble apprécier la chanson et elle convient. Elle rend l'écouteur à Soma et tout le monde semble surpris par le nouvel appareil que Soma vient de sortir de sa poche. Elle se prépare ensuite et commence à chanter la chanson très joliment et, une fois la performance terminée, tout le monde applaudit son excellent chant. Soma lui dit qu'il est vraiment impressionné par sa capacité à retenir une chanson par cœur après l'avoir entendue une seule fois et à la chanter parfaitement. La personne suivante à se présenter est un homme un peu maladroit nommé Pancho. Il semble très nerveux et transpire abondamment. Il se lève et tente de s'adresser au roi, mais tombe en trébuchant sur sa propre jambe. Il se relève ensuite et explique que son talent particulier est qu'il est un grand gourmand et qu'il a goûté presque tous les plats de ce pays. Il s'attendait à ce que Soma se moque de lui, mais à sa grande surprise, Soma se précipite pour lui serrer la main et lui dit qu'il attendait quelqu'un comme lui et qu'il est vraiment heureux de l'engager. Il explique à Pancho qu'à une époque où le royaume entier souffre de famine, des compétences comme les siennes sont d'une grande importance. Cela booste vraiment la confiance de Pancho et il se met à pleurer en disant que toute sa vie, on l'a appelé gros, ce qui, pour être honnête, est le cas. Soma, cependant, pense différemment et lui dit qu'il est celui qui sera responsable de sortir leur pays de la famine et de le ramener à la prospérité. Le candidat suivant est un jeune homme au style gothique qui s'approche de Soma et se présente comme Kaz. Il dit à Soma que pendant que Soma jugeait les autres, il le jugeait lui aussi. Il est censé être l'un des meilleurs esprits du royaume et est un fanatique de lecture, dévorant tous les genres littéraires possibles. C'est une personne très cultivée, ce que Soma comprend immédiatement à sa façon de parler. Il demande à Kaz quelle était sa décision et s'il pense que Soma est digne d'être roi ou non. Kaz répond froidement que tout reposait sur une seule décision prise par Soma. Tout dépendait du fait que Soma considérait ou non que Pancho était inutile. S'il avait considéré Fatih comme inutile, il n'aurait pas été un roi digne de ce nom car il n'aurait pas compris ce qui importait le plus à son royaume en ce moment. Mais, étonnamment, il s'est montré extrêmement enthousiaste après l'arrivée de Fatih. Cela l'a convaincu que Soma possédait une certaine intelligence et n'était pas un simple inconnu. Kaz fut même tellement impressionné qu'il demanda à Soma de devenir son lieutenant, son bras droit et son conseiller. Soma, admirant les capacités décisionnelles de Kaz, décida de l'engager comme conseiller. La dernière personne à se présenter est une jeune fille nommée Tomo. C'est une fille loup censée pouvoir parler à tous les animaux de toutes les races. Elle semble très nerveuse et parle à peine. Lise fait remarquer que les membres du clan des loups ne sont jamais vus dans leur royaume, ce à quoi Soma répond qu'elle pourrait être une réfugiée. Il lui demande de parler, mais elle ne le fait pas et devient encore plus effrayée. Soma décide de descendre de son trône, s'approche d'elle, s'accroupit devant elle et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui murmure à l'oreille qu'il se passe quelque chose de grave et lui dit quelque chose qui ouvre les yeux de Soma avec stupeur. Soma se reprend rapidement et fait comme si de rien n'était. Il se lève et retourne vers son trône, leur annonçant qu'ils sont tous congédiés pour le moment, mais qu'il souhaiterait voir la jeune fille dans ses appartements. Tomo, Lise, Ark, Soma et le ministre se rassemblent dans la chambre de Soma tandis que Tomo est assise sur un canapé. Soma demande aux autres s'ils ont entendu ce que Tomo lui a dit à l'oreille, mais tous répondent par la négative, affirmant que c'était un murmure à peine audible et que personne n'a pu comprendre ce qu'elle a dit. Soma soupire de soulagement, sachant que personne d'autre dans le royaume n'a entendu cela, car cela a été diffusé partout. Il dit aux autres que ce qu'il va leur révéler doit rester absolument secret, car cela pourrait ébranler tout le royaume. Il révèle finalement que la jeune fille lui a confié qu'elle pouvait non seulement parler aux animaux, mais aussi communiquer avec les démons. Lise est totalement choquée et dit à Soma que cela doit être une erreur, car les démons parlent une langue très différente de toutes les langues des autres races,
et il n'y a personne de vivant capable de déchiffrer leur langue en dehors de leur propre guilde. Soma la regarde et lui dit que c'est probablement pour cela que Tomo est l'une des personnes les plus importantes du pays, plus encore que lui. Lise demande à Tomo quand elle a appris qu'elle pouvait parler à la race des démons, et elle répond qu'il y a quelque temps, alors qu'elle était dans la forêt, elle se promenait en s'amusant lorsqu'elle a soudainement entendu des bruits étranges et est allée voir. À sa grande horreur, elle aperçoit un individu de la race des démons, de petite taille et à tête de chien, qui la regarde. Elle se met à crier au secours lorsque le démon lui ordonne de se taire dans sa propre langue, qu'elle comprend, et elle cesse de crier, effrayée par lui. Le démon est surpris et lui demande si elle comprend ce qu'il dit, et elle répond oui. Soudain, ils entendent beaucoup de bruit approcher, et le démon lui dit de s'enfuir, car si les autres la voyaient, ils la tueraient. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit, car elle a fui la situation. Lise regarde Soma et lui demande s'il envisage une sorte de compromis entre les humains et les démons, ce qui est quasiment impossible, car ils ont tué d'innombrables humains, mais en réponse, Soma lui dit que les humains ont tué d'innombrables démons. Il suggère qu'il est possible que toute cette guerre ne soit qu'un énorme malentendu causé par le fait qu'aucune des parties ne peut se comprendre. Lise réfléchit un instant et réalise qu'il a peut-être raison. Il dit à Ark que Tomo doit bénéficier immédiatement d'une protection de niveau royal, et qu'il doit s'assurer de sa sécurité. Le ministre, cependant, leur fait remarquer que cela ne fera qu'attirer davantage l'attention sur elle, car il serait très étrange pour une jeune fille pauvre comme Tomo d'être constamment entourée de gardes royaux. Soma réfléchit, réalise que le ministre a raison, et commence à envisager d'autres solutions. Le ministre suggère qu'il adopte Tomo, ce qui résoudrait le problème, mais se rend compte qu'il doit d'abord se marier pour pouvoir l'adopter. Soma propose alors que le père de Lise adopte Tomo, ce qui rendrait normal la présence d'une protection royale constante. Tomo, cependant, les interrompt en leur expliquant qu'elle a déjà une famille qui vit dans le camp de réfugiés et qu'elle ne les quittera pas. Soma lui sourit et lui précise que, bien sûr, une fois adoptés, les parents de Tomo deviendront des proches du roi et viendront vivre au château avec elle. Elle pousse un cri de joie et les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Plus tard, alors que Soma se reposait dans la chambre de Lise, on l'informa du retour de Pancho de sa quête, et il alla immédiatement le rejoindre, accompagné de Lise. Ils s'assoient tous et Pancho remercie Soma de lui avoir permis d'utiliser sa viverne royale, ce qui a rendu la collecte de tout ce qu'il voulait très facile et rapide. Le plat suivant que Pancho présente horrifiera chacun d'eux. Il s'avère que c'est un monstre de slime. Tous semblent dégoûtés, mais Pancho, portant un tablier, commence à étaler le slime sur le comptoir et à le couper en fines lamelles avant de le faire bouillir dans de l'eau salée, en ajoutant quelques légumes et du bouillon. Le produit fini semble peu appétissant pour les autres, mais Soma commente que le plat ressemble au ramen de son monde et s'assoit pour manger. Il en prend une bouchée, est agréablement surpris de constater que cela a même le goût de ramen, et commence à les savourer bruyamment. Lentement, les autres l'essayent aussi et commencent à apprécier. Finalement, l'émission se termine ainsi, et elle s'avère un vif succès car chaque établissement de restauration de la région a commencé à servir tous les plats présentés, et bientôt ils ont également commencé à mélanger les ingrédients pour créer des plats nouveaux et excitants. Il est appelé dans la salle du trône par une garde, qui lui annonce que le Premier ministre insiste pour avoir une audience avec le roi, alors Soma entre dans la salle d'audience. Becky trouve Kaz et le Premier ministre se prosternant devant lui. Il leur demande de se relever et de s'exprimer. Le Premier ministre lui explique qu'il pense devoir suivre l'exemple de l'ancien roi et démissionner pour laisser la place à de nouvelles idées et améliorer la situation avec des méthodes innovantes, les anciennes n'ayant pas prouvé leur efficacité. Soma semble très surpris par cette démission soudaine et interroge le Premier ministre sur son successeur, insistant sur la nécessité d'un remplaçant aussi compétent et avisé que lui. Le ministre rassure Soma, proposant Kaz comme apprenti et le jugeant prêt à assumer la fonction de Premier ministre et à accomplir un excellent travail. Soma regarde Kaz, debout devant lui, et comprend qu'il pourrait être le candidat idéal. Il accepte la démission du ministre et nomme Kaz nouveau Premier ministre. Kaz remercie Soma avant de lui suggérer de prendre une journée de repos, soulignant le risque d'épuisement et de baisse de productivité de son entourage s'il continue à travailler sans relâche. Au début, Soma semble hésiter à prendre sa journée de congé, car il estime avoir beaucoup de travail, mais Kaz lui dit qu'il doit absolument prendre congé et qu'il pourra faire le reste le lendemain. Soma décide de suivre son conseil et organise un rendez-vous avec Lys, Aisha les accompagnant. Lys, surprise au départ que Soma prenne du repos, lui demande s'il va bien. Soma lui répond que tout va bien et qu'il souhaite simplement se détendre une soirée. Lys lui propose de ne pas sortir en tant que roi et reine. Elle sort plusieurs uniformes d'école militaire et les lui tend, en portant elle-même un uniforme. Ils prennent Aisha comme protection et entrent dans la ville. Après avoir flâné un moment,
il décide de rendre visite à Yuna dans son café et s'installe dans un box pour prendre des encas. Détendus, discutant du royaume, ils entendent une conversation assez animée à la table voisine, occupée par une fille renard et un jeune homme roux. Ils semblent se disputer vivement, si fort que Soma ne peut s'empêcher d'entendre toute leur conversation. La fille renard s'adresse à Kied et le jeune homme s'appelle Al. Ils reprennent la conversation et Al dit à Kied qu'il ne fait absolument pas confiance au nouveau roi, le trouvant trop jeune et inexpérimenté. Alors pourquoi devrait-il suivre quelqu'un de son âge et probablement moins expérimenté sur le champ de bataille? Kied, cependant, lui dit de se taire et lui explique que le nouveau roi semble être une personne formidable en termes d'intelligence et de stratégie et fait du très bon travail. Al, cependant, semble avoir du sang jeune et ne souhaite la guerre que pour faire ses preuves au combat et gagner le respect de ses pairs. Il lui dit qu'il a l'intention de rejoindre l'armée du duc de Carmen. Kied semble horrifié et lui dit de ne plus jamais dire ça, car le duc de Carmen mène une rébellion ouverte contre le nouveau roi sans raison. Al, cependant, lui crie dessus qu'il fera comme il l'entend et qu'il ne croit pas que le nouveau roi soit à la hauteur. À ce moment-là, Soma s'approche de leur table et demande directement à Al pourquoi il n'aime pas le nouveau roi. Al lève les yeux vers lui et lui demande qui il croit être, mais Kied semble reconnaître Soma dès qu'elle le voit et devient très nerveuse. Ils s'assoient tous à une autre table et recommencent à parler. Al tente à nouveau de s'en prendre à Soma, lui demandant qui il se croit être, mais Aïcha lui saisit immédiatement la main, la tordant, avant de lui prendre le visage dans ses paumes et de le maintenir fermement. Soma lui dit de le lâcher, que cela devrait suffire, tandis que Kied le regarde, craignant que Al ne se fasse mal. Soma décide alors d'arrêter le jeu et regarde Al avant de lui demander s'il ne le reconnaît toujours pas. Al comprend immédiatement que Soma est le roi lui-même, et le ton de sa voix change aussitôt. Soma lui demande pourquoi il souhaite rejoindre le duc de Carmen, mais Al ne répond rien, par peur. Soma le regarde et lui dit qu'il ne le forcera pas à rester avec lui, et qu'il peut et doit faire comme il l'entend. S'il souhaite aller auprès du duc de Carmen, il devrait le faire, car on ne peut forcer personne à vous suivre. Chacun le fait de son propre chef. Soma, cependant, joue un jeu mental avec lui, car il comprend les sentiments sous-jacents d'Al et de Kied. Il lui dit qu'il doit comprendre qu'une fois du côté opposé, il devra combattre Kied. Et s'il décide d'éviter un affrontement direct avec elle, quelqu'un d'autre le fera. Et si elle est blessée, son armée ne lui permettra pas de la protéger. Même si elle est mourante et pourrait être sauvée, son armée ne le lui permettra pas, et cela serait considéré comme une trahison. Al réfléchit longuement et sérieusement avant de décider qu'il ne veut pas rejoindre le camp adverse et combattre Soma ou Kied. Soma est content de le savoir et le remercie avant de partir. Le lendemain, il s'assoit avec Lise pour prendre le thé et lui explique qu'il progresse dans sa magie noire et peut désormais contrôler 4 objets inanimés seul. Avant qu'elle ne puisse répondre, il est cependant appelé au tribunal car le chef de la prestigieuse maison Mania est venu le rencontrer et lui demander sa présence. Soma se rend immédiatement à leur rencontre et trouve Al, qui semble avoir subi plusieurs blessures au visage. Glaive et Kied sont présents, la tête baissée. Il s'assoit sur le trône et Glaive commence immédiatement à s'excuser auprès de Soma, lui expliquant qu'il ignorait tout ce qu'elle avait dit et qu'il n'en a été informé que plus tard par Kied. Il dit à Soma qu'il a puni son fils et lui demande de ne pas prendre de mesures trop sévères contre lui. Il promet à Soma le soutien indéfectible de la famille Mania et qu'ils seront toujours à ses côtés en toutes circonstances. Soma le remercie de sa loyauté et lui dit qu'il n'a pas l'intention de punir Al et qu'il semble que Glaive l'ait suffisamment puni. Il annonce à Glaive qu'il va intégrer Kied parmi les mages de sa garde royale et faire d'Al un officier de son armée royale afin qu'ils restent proches et se soutiennent mutuellement. Plusieurs jours plus tard, enfin, la majeure partie des papiers est terminée et le reste pourra être traité grâce à la magie obscure de Soma, nous n'aurons donc plus besoin de personnel supplémentaire. Il convoque une réunion avec tous ceux qui ont travaillé sur les papiers depuis le début et, une fois rassemblés, il leur fait un discours généreux sur le fait qu'ils sont le véritable trésor du royaume. Et grâce à eux seulement, il peut commencer à travailler sur le prochain projet, qui assurera la survie à long terme du royaume et pourrait même résoudre le problème de la pénurie alimentaire. Il leur accorde une semaine de vacances pour récompenser leur travail exceptionnel. Il leur explique qu'il les aurait payés plus cher pour leur travail, mais que le royaume manque d'argent pour le moment. Il leur propose donc d'aller à la cave à vin royal, qui contient des vins millésimés exceptionnels et riches en saveurs. Il leur dit qu'ils peuvent chacun prendre une bouteille entière et en faire ce qu'ils veulent, la vendre ou la boire, c'est à eux de décider. Le groupe d'hommes se réjouit, remercie Soma de sa générosité et se précipite vers la cave. Lise lui demande s'il est judicieux de leur accorder une semaine de congé, car il reste encore beaucoup de choses à faire. Soma lui dit de se détendre, le travail avance à grands pas. Il lui explique qu'il prévoit de créer un port sur les côtes d'un des villages, ce qui constituerait un lieu stratégique,
dynamiserait le commerce du royaume, et créerait une ville marchande à la place du village, offrant du travail à de nombreuses personnes. Il précise que les navires étrangers devront payer des taxes et des droits de passage pour commercer dans leur royaume, ce qui réduira le commerce illégal. De plus, il imposera des taxes faibles aux navires transportant des denrées alimentaires pour les vendre à bas prix, diminuant ainsi les problèmes de pénurie alimentaire. Il lui expose que tout dépend de l'offre et de la demande, et qu'actuellement, la demande en denrées alimentaires est maximale tandis que l'offre est nulle. Le lendemain, Soma, Lise et Aïcha se rendent au petit village où les travaux doivent commencer. Ark est déjà sur place et a installé des tentes pour tout le monde. Il accueille Soma, et lorsqu'il demande s'il y a eu des problèmes de construction, Ark répond que plusieurs anciens du village s'opposent fermement à la construction d'un port sur leur littoral, quoi qu'il arrive. Lorsqu'il demande la raison de ce désaccord, Ark répond que les anciens croient à une très vieille légende qui dit que si quoi que ce soit est construit dans cette zone, les dieux de l'eau détruiront toute la région en envoyant un gigantesque être aquatique qui engloutira tout. Soma semble intéressé et demande à Ark de l'emmener auprès des anciens qui ont dit cela. Ark l'emmène dans l'une des maisons où Soma rencontre un des anciens, et il s'assoit pour parler. L'ancien conseille à nouveau à Soma que s'il construit son port là-bas, les dieux de l'eau se vengeront certainement et détruiront toute la région. Soma lui demande quand les dieux de l'eau ont détruit quelque chose et comment il savait que cela allait arriver. L'ancien répond que cela s'est produit du temps de son grand-père. Selon la légende, juste avant l'arrivée du monstre marin, le sol se met à trembler sous ses pas, et après un moment, le monstre arrive de la mer et engloutit tout sur son passage, détruisant tout ce qu'ils chérissent. Soma réfléchit, décide d'en rester là, et retourne à son château. Il appelle Kaz et Ark dans ses appartements, où ils discutent de ce problème. Kaz regarde Soma et lui demande s'il croit au mythe, mais Soma répond que, évidemment, il ne croit pas à un monstre marin. Mais il croit que les mythes ont toujours un fond de vérité. Il leur annonce qu'il a décidé de changer l'emplacement de la construction et qu'il va délimiter toute la zone, que les villageois considèrent comme maudite. Kaz n'en croit pas ses oreilles et lui demande s'il craint un dieu marin mythique. Soma répond qu'il ne s'inquiète évidemment pas d'un dieu marin, mais qu'il pense que ce que les gens appellent un monstre marin est un tsunami, et que lorsqu'ils disent sentir la terre trembler sous ses pas, ils se méprennent. Car il doit s'agir d'un tremblement de terre. Il estime que la zone doit être très vulnérable au tsunami après un séisme, et décide d'anticiper et de ne pas créer un port très exposé aux catastrophes. Les travaux de construction de Soma commencent et Al est épuisé par tout ce travail manuel. Il commence donc à se plaindre amèrement, demandant à Kied ce que l'armée interdite vient faire dans la construction de routes. Kied lui ordonne de se taire et de retourner au travail, en le prévenant clairement qu'il ne doit surtout pas l'appeler par son nom car elle est techniquement sa supérieure. Elle explique ensuite que si l'armée participe à la majeure partie des travaux de construction, c'est parce qu'il y a beaucoup de routes à construire et qu'il manque de main-d'œuvre. Le seul moyen de progresser significativement serait donc de les inclure dans le projet. À midi, Al goûte un délicieux hamburger préparé par Soma, et Kied lui explique que les légumes frais proviennent d'un village voisin, grâce à une nouvelle route. Elle ajoute que ces routes contribuent à la baisse des prix des denrées alimentaires grâce à l'augmentation de l'offre, et Al est surpris par la remarquable prévoyance de Cam. Just then, Soma arrive avec Lys, surprenant Al qui se lève immédiatement pour saluer le roi. Mais celui-ci lui ordonne d'arrêter ce cérémonial et de les appeler par leur prénom, car il est heureux d'avoir trouvé quelqu'un de son âge avec qui parler librement. En marchant sur les nouvelles routes, Soma explique à Lys, qui n'a jamais vu comment elles étaient construites, le processus de construction. Il lui montre les matériaux utilisés, les lampadaires alimentés par une mousse luminescente pour l'éclairage nocturne, et les arbres protecteurs plantés pour protéger temporairement le village de l'afflux d'animaux sauvages. Soudain, un oiseau messager interrompt leur conversation et remet une lettre à Aïcha. Dans cette lettre, son père l'informe d'un éboulement meurtrier qui a englouti la moitié de leur village, laissant de nombreuses personnes disparues. Aïcha est visiblement bouleversée et appelle Soma, mais il aborde la situation avec calme et raison. Immédiatement, il ordonne à Kied de rassembler un groupe, incluant elle-même, pour former la première équipe de secours qui l'accompagnera au village des Elfes Noirs. Il réconforte brièvement Aïcha, mais lui dit que plutôt que de pleurer en ce moment, elle devrait se préparer à les accompagner à son village, étant donné qu'ils étaient tous étrangers et avaient besoin de ses indications. Enfin, il demande à Lys de se dépêcher au palais, de mobiliser une autre équipe de secours, et de demander à Akia d'envoyer des colis de secours aux Elfes Noirs. Soma demande à Aïcha combien de temps il faudra pour atteindre son village, et elle répond que cela prendra 2 jours, à une vitesse de marche militaire normale. Il s'inquiète alors profondément du temps d'arrivée, expliquant que si 3 jours s'écoulent entre le désastre et l'arrivée des secours, le nombre de victimes augmentera considérablement. Comme une réponse à une prière, l'un de leurs rhinocéros étranges passe au galop,
et Soma a l'idée de les utiliser pour transporter son équipe de secours au village d'Aïcha pendant qu'il se rendra là-bas en carrosse royale. Ils arrivent finalement au village dans la soirée, et le père d'Aïcha commence à saluer le roi puis se présente comme Woden, mais Soma lui demande de réserver les formalités pour plus tard et lui demande des explications sur la situation actuelle. Woden informe Soma que l'incident a coûté la vie à 100 personnes et que 40 autres sont toujours portés disparus. Soma lui demande d'établir une liste des personnes manquantes, chaque nom étant rayé au fur et à mesure que l'on retrouve la personne. Il demande également à Woden de poster une surveillance de la montagne pour détecter tout mouvement, au cas où une autre coulée de boue se produirait pendant les opérations de secours. Aïcha propose de veiller, et son père approuve sa présence car elle connaît la forêt comme sa poche. Après la discussion, Soma s'adresse à son équipe de recherche et de sauvetage, les encourageant à utiliser leurs compétences en construction routière pour fouiller le terrain afin de rechercher méthodiquement les disparus. Lors des fouilles, Soma s'arrête brusquement et court vers un tronc d'arbre tombé, affirmant entendre des voix, ce que Ala ne perçoit pas. Cependant, après avoir creusé à cet endroit, Ala découvre avec stupeur une main humaine. Il écarte alors le tronc et dégage une personne. Ala est surpris que Soma ait pu deviner la présence de quelqu'un là, et Soma lui montre une petite souris en bois, un objet qu'il utilise pour localiser les disparus dans des endroits trop étroits pour son équipe. Soma contrôlait ses souris grâce à sa magie, en partageant une partie de sa conscience avec elle, comme il l'avait fait avec les plumes et le mannequin. Finalement, les recherches sont terminées et tous les villageois ont été retrouvés. Woden remercie donc Soma pour son intervention rapide, même si, malheureusement, plusieurs vies ont été perdues. Soudain, une des filles de Woden arrive pour annoncer que la princesse vient d'arriver avec la seconde équipe de secours, mais un homme pleurant dans un coin dit qu'il est trop tard. Soma explique que même s'il est tard, l'équipe de secours s'occupait aussi des blessés et de la reconstruction des bâtiments endommagés. Pourtant, cet homme lui répond que tous leurs efforts ne ramèneront pas les morts, mais Woden l'interrompt immédiatement et lui demande de se taire avant d'expliquer à Soma que le jeune homme est son frère cadet, Rob, qui a perdu sa femme dans le désastre et dont la fille unique est dans un état critique. Rob pleure amèrement car il avait protégé la forêt avec tant de dévouement, il ne comprend pas pourquoi il a perdu sa femme. Woden le réconforte et lui demande de faire son deuil sans se reprocher quoi que ce soit. Plus tard, Asha dit à Soma que Rob était parmi ceux qui s'étaient opposés à l'éclaircissement des arbres qu'il avait proposé auparavant, et se demande si cela n'a pas pu contribuer à l'éboulement. Soma explique que le désastre n'était qu'un coup du sort, aggravé par les fortes précipitations. Alors qu'il retourne au palais, Liz s'excuse de ne pas avoir pu apporter son aide, mais Soma dit se sentir plus inutile encore car il aurait dû anticiper de tels événements. Il lui confie aussi qu'il regrette de s'être entièrement concentré sur la résolution de la famine, négligeant d'autres questions importantes. Quelques jours plus tard, Yuna rend visite à Soma et le trouve entouré de nombreux documents sur son lit. Elle lui fait alors savoir que Liz s'est inquiétée et s'inquiète de ses mauvaises habitudes de sommeil. Soma explique que son esprit est accaparé par de nombreuses préoccupations. Elle s'approche de son lit, s'assoit à côté de lui et lui demande de se coucher. Il le fait, et elle pose une main sur son front, le caressant tendrement, en lui disant qu'il est compréhensible qu'il ne veuille pas paraître faible aux yeux de la princesse, mais qu'il peut l'appeler chaque fois qu'il se sent épuisé. À sa surprise, Soma est déjà profondément endormi. Yuna sourit alors et lui chante doucement pendant son sommeil. Pendant ce temps, une dispute éclate entre les chefs des duchés. Un homme à tête de lion, le duc Carmen, insiste pour renverser Soma en tant que roi, le jugeant inapte à gouverner leur royaume. La duchesse excelle et confuse, soulignant tout ce que Soma a fait pour leur terre, mais Carmen affirme que Soma néglige des affaires importantes et limoge tous les chefs de service loyaux au nom de la lutte contre la corruption. Le duc n'a aucune intention de régner lui-même et souhaite seulement le rétablissement de l'ancien roi en raison de son dévouement loyal envers celui-ci. L'autre duc, Castor, est également prêt à se rebeller contre Soma et réclame la guerre avant que Soma ne gagne l'affection de tous. Excel les avertit tous deux que d'autres royaumes comme Amigonia pourraient profiter de leur rébellion contre Soma pour attaquer le royaume, mais Castor affirme qu'Amigonia est disposé à envoyer des renforts contre Soma. La duchesse n'est pas convaincue par leur offre car elle pense qu'ils ont fait une proposition similaire à Soma également, cherchant à semer la confusion pour attaquer Elfrieden lorsque tous leurs soldats seront au combat. Soudain, Carla, la fille de Castor, fait irruption dans la pièce et déclare que si son père combat Soma, elle combattra à ses côtés quelles que soient les conséquences. Gaius, le malicieux dirigeant d'Amigonie, est ravi d'apprendre que Carmen a accepté son invitation à affronter Soma, qu'il qualifie de vieil homme insensé car il va semer la confusion en envoyant des renforts à Carmen pour combattre Soma, et des renforts à Soma pour combattre Carmen, exactement comme Lady Excel l'avait soupçonné.
Son fils, le prince Julius, le soutient, mais sa fille, la princesse Rora, est totalement opposée à leur plan et n'envie que la terre d'Elfrieden, qui ne cesse de prospérer. Au palais, Soma consulte Akia au sujet d'un projet visant à protéger son royaume. Soma est initialement opposé à l'emploi de mesures sévères, mais les derniers mots de son grand-père résonnent en lui, et il choisit donc de protéger ceux qu'il considère désormais comme sa famille. D'un ton décidé, Soma ordonne le lancement de son plan. D'autre part, Gaius ordonne à son armée d'envahir les territoires d'Elfrieden, plus précisément la ville d'Altamura, tout en supposant que Soma combat les ducs. Gaius déclare qu'il est grand temps de récupérer les terres volées à leurs ancêtres il y a 50 ans, mais avant qu'il ne termine son magnifique discours, un ministre, Colbert, arrive en courant et l'interrompt. Colbert s'incline et lui demande de ne pas déclencher une guerre car cela plongerait son peuple dans la famine, mais Gaius, marchant difficilement, lui donne un coup de pied au visage. Le ministre lui rappelle pourtant qu'ils sont soumis au traité de l'Acte de l'Humanité. Gaius et son fils sont trop têtus pour écouter Colbert, et le congédient. Colbert ressort avec l'air d'avoir subi un combat, et croise la fille de Gaius qui lui annonce son projet de fuite du royaume et l'avertit de se tenir prêt à toute éventualité. Avant même qu'il ne s'en rende compte, il est projeté au sol. Entre-temps, Soma convoque Lys pour lui demander une faveur particulière. Il effectue une visioconférence avec les 3 ducs. Après les présentations, il leur fait savoir que si leur rébellion persiste, il sera contraint de les déclarer traîtres. Excel lui demande ses intentions concernant les duchés, et il répond qu'il souhaite uniquement unifier leurs armées sous son commandement, sans intention de leur nuire individuellement. Mais Castor s'oppose à cette idée, craignant la corruption. Soma lui rétorque que l'unification des armées leur offrira de meilleures chances de victoire contre leurs ennemis voisins, comme la Midonie. Et tentant de convaincre Castor qu'il ne permettra pas à la corruption de se développer sous son règne, Soma lui dit de venir le défier s'il échoue et devient un roi corrompu. À la fin de leur dispute, Lady Excel promet son allégeance et celle de toute son armée à Soma. Mais Castor et Carmen maintiennent leur décision, déclarant que le précédent roi ne les a pas consultés avant de céder le trône à Soma. Castor dit qu'il ne s'allie pas à Carmen et préfère rester neutre. Lorsque Carmen prend enfin la parole, il dit à Soma qu'il reste ferme dans sa décision car il doit préserver son honneur de guerrier. Après un échange de mots animé avec le duc, Soma fait une demande. Il demande à Carmen et Castor d'accepter que si l'un d'eux est vaincu, leurs hommes deviennent loyaux au vainqueur. Enfin, Lys coupe ses cheveux sous les yeux des ducs pour montrer sa détermination à combattre aux côtés de Soma. Juna arrive auprès de la duchesse et Soma la remercie d'être la raison pour laquelle Excel est de son côté. Lys lui assure également qu'il a le soutien total des autres. Le jour de la bataille, Gaius lance un cri de guerre pour que son armée commence son invasion surprise d'Elfiedon. Il arrive avec son armée à Altamira, en Elfrieden, où il ordonne à l'un des seigneurs sans volonté de la ville d'ouvrir les portes. L'homme supplie d'obtenir un peu plus de temps car l'armée rebelle est divisée entre ceux qui soutiennent Gaius et ceux qui n'hésiteront pas à le maltraiter. Pour cette raison, Julius conseille à son père de tromper la garde, promettant de ne blesser aucun membre de l'armée rebelle si le soldat laisse son armée passer. Mais Gaius est un rusé personnage et prévoit de nuire à l'homme une fois les portes ouvertes. Entre-temps, Soma a déjà construit une forteresse à l'entrée de son royaume grâce à la magie terrestre de Ked et aux efforts des autres ouvriers. Maintenant, l'armée adverse fait de son mieux pour démolir les murs, passant de l'utilisation d'arcs et de flèches à celle de canons massifs. Une fois tirés, ces canons créent des brèches dans les murs de la forteresse, et Al demande à Ked d'utiliser sa magie pour bloquer les attaques. Mais elle répond qu'elle ne le peut pas, ayant épuisé toute son énergie dans la construction des murs. Juste à temps, une elfe noire nommée apparaît de nulle part et décoche une flèche sur l'un des boulets de canon, le brisant instantanément. Il exprime sa gratitude à Al pour avoir sauvé sa fille des décombres de l'éboulement et dit que sa fille souhaite lui ressembler. Bien que cela le contrarie profondément. De l'intérieur, Ark ordonne à l'armée royale de charger uniquement vers les canons, sans se soucier des soldats ennemis. Cela s'avère un succès et lorsque Carmen en est informé, il est étonnamment calme. Il dit aux généraux inquiets de son armée que leur action concernant les canons s'est avérée inutile et qu'il avait une meilleure stratégie, sachant qu'il disposait de 40 000 hommes contre les 10 000 de Soma. Carmen explique qu'il devra attirer Soma vers son armée car il est évident que Soma n'était pas présent dans la ville au moment des attaques, comme le montre la défense marquée de son armée. Avec une expression malveillante, Carmen demande si tout est prêt pour mettre en œuvre son plan machiavélique. D'un autre côté, Gaius croit être sur le point de conquérir Altamura et son fils annonce aux soldats de se préparer. Ils sont choqués d'entendre des cris de guerre et Lord Vyse revient, plus terrifié que jamais. Il dit qu'il n'a pas réussi à calmer la partie la plus belliqueuse de l'armée.
Il offre donc à Gaius de la poussière d'or en échange de sa patience. Il supplie Caius d'attendre le lendemain pour lancer son attaque, lorsque l'ombre des arbres se projettera sur les sacs de poussière d'or. D'ici là, Vice compte convaincre l'autre moitié de l'armée de soutenir Caius. Finalement, Julius persuade son père d'accéder à la demande de Vice. Il s'avère que Vice n'est pas un traître à Elfreyton, mais qu'il travaille secrètement avec Excel. Il s'inquiète de la quantité importante d'or qu'il pourrait perdre au profit de Caius, mais la duchesse lui explique qu'il est sage de gagner du temps grâce à l'or qu'Assoma avait prévu. Toutefois, si Assoma ne se présente pas avant midi, ils sont perdus. Pendant que ses amoureux dînent, Id repose sa tête sur l'épaule de Hall et lui dit que s'ils survivent à la guerre en cours, ils survivront à tout. Malgré sa timidité, elle lui demande de la protéger jalousement, assurant sa sécurité pendant la guerre. Le lendemain matin, l'armée de Carmen tente toujours de détruire la forteresse, mais Id observe que les ennemis ont adopté une nouvelle formation. Et c'est une bonne nouvelle car cela signifie qu'ils cherchent un combat plus direct, ce qui est très avantageux pour l'armée interdite. D'un autre côté, Caius et son fils retournent à l'endroit où ils ont passé un accord avec Vice, et constatant que les conditions ont été remplies, Caius ordonne l'attaque. Sur le champ de bataille, un afflux soudain de Wyvern se dirige rapidement vers la forteresse, ce qui laisse penser à Hall qu'il s'agit de renforts venus soutenir l'armée de Carmen. Beaucoup de choses se sont passées en coulisses, et voici ce qui s'est déroulé la nuit précédente. Dans la Cité Rouge, le bras droit de Castor vint l'informer que la ville avait été évacuée, et que les forces aériennes d'autres pays souhaitaient s'allier à lui. Mais il était totalement indifférent, car il refusait de partager la gloire de sa rébellion. Cependant, il commençait à voir Soma sous un jour plus favorable, bien qu'il soit trop tard pour changer ses actions. Il était préoccupé par la possibilité que Soma puisse le prendre par surprise, étant donné le secret entourant sa localisation actuelle. Alors qu'il discutait encore, Carla entra brusquement pour annoncer à son père que les forces de Soma avaient été repérées, mais il fut surprenant de constater qu'un seul navire était visible. À ce moment-là, Soma demanda une communication vidéo avec Castor, tandis que le navire était tiré vers le château du duc. Immédiatement, il commença à lancer des boulets de canon sur le château, et Castor fut impressionné de voir Soma réussir une manœuvre aussi audacieuse. Soma offrit à Castor la possibilité de rejoindre le camp victorieux, mais il répondit qu'il ne se déshonorerait pas en se rendant. Soma lui dit au revoir, et Castor ordonne à sa fille de faire taire les canons. Avec une grande rapidité, Carla dirige l'aviation vers le vaisseau de Soma, avec l'intention de le capturer intact. Ils se mettent en formation impressionnante et tirent sur le vaisseau. Mais celui-ci riposte à leurs attaques, à leur grande surprise. L'un des pilotes remarque que les dispositifs de propulsion du vaisseau ne sont pas très résistants, alors Carla ordonne de les viser, tout en ayant à l'esprit de ne pas toucher une partie du vaisseau qui pourrait blesser la princesse Lys, au cas où elle s'y trouverait. Ils finissent par réussir à stopper les tirs des canons, mais en arrivant, ils reçoivent le plus grand choc de leur vie. Aucun soldat ennemi n'est en vue, seulement des mains de marionnettes. C'est à ce moment que Carla comprend le jeu qui a été joué. Son vaisseau était une diversion pour éloigner l'attention de Soma, qui se dirigeait vers sa cible principale, Castor. Voyant que Soma a pénétré dans le château, Castor est surpris et curieux de savoir comment Soma a réussi à s'introduire si discrètement. Soma lui explique qu'il a trouvé des passages secrets grâce au plan de la Cité Rouge. Après les présentations, Castor dit à Soma qu'il peut faire confiance à son fidèle serviteur, Talman, pour diriger l'aviation dans le cas où il serait vaincu par Soma. Reconnaissant l'attention qu'il porte à son personnel, Soma offre une dernière chance à Castor de se rendre, mais celui-ci dégaine son épée et déclare que les vrais hommes ne reculent pas facilement. Aïcha intervient aussitôt, épée à la main, et demande à Soma de s'écarter, mais Castor se moque de lui, l'invitant à le confronter directement s'il est vraiment un héros. Rapidement, Aïcha attaque de son épée bien plus grande. Il esquive le coup et la traite de gamine, mais elle lui rétorque qu'elle vit depuis des décennies. D'un puissant coup, Aïcha le projette contre le mur, et Castor est impressionné par sa force impressionnante. Aïcha lui affirme qu'elle n'a cure d'être considérée comme une fille naïve tant qu'elle possède la force nécessaire pour protéger Soma. Il se demande alors quel genre d'homme Soma doit être pour mériter une telle loyauté. Soudain, Lys apparaît de nulle part, lançant une attaque surprise contre le prince et l'immobilisant dans un piège de glace grâce à sa magie. Aïcha brise rapidement la glace avec son épée, frappant Castor et le faisant tomber au sol. La princesse éprouve de la compassion pour Castor, mais il lui répond qu'il s'est battu avec acharnement et que, malgré sa défaite, il conserve sa fierté. Il demande à Lys si Soma est un bon roi, et elle répond qu'il est bon pour elle au point qu'elle est prête à combattre son propre père pour lui. Alors qu'ils entendent l'explosion de leur cuirassé, Lys place immédiatement un collier de servitude autour du cou de Castor,
lui expliquant que si le collier détecte une tentative de nuire à son maître, Soma, il se resserrera et lui causera de graves dommages. Peu après, Carla entre et est horrifiée de voir son père à terre, portant ce collier. Elle dégaine immédiatement son épée. Lise la met rapidement en garde concernant le collier et lui précise que toute action imprudente envers Soma aura de graves conséquences pour son père. Soma tient parole et nomme temporairement Tolman général de l'armée de l'air, sous le commandement de l'armée interdite. Tolman est prêt à servir, bien qu'il soit curieux du sort réservé au duc et à sa fille. Soma lui indique qu'il examinera leur cas après la guerre, mais que d'ici là, Tolman doit rassembler ses troupes pour annoncer leur nouveau commandement avant de se rendre dans le duché de Carmen. Sur le chemin du retour, Lise commence à vanter les qualités de Carla, la décrivant comme une personne dévouée et bienveillante, faisant subtilement allusion à une beauté cachée sous son armure. Soma comprend que Lise cherche à lui faire épargner la vie de Carla et à la prendre comme concubine. Mais Soma craint de perdre la confiance du peuple en passant sous silence le crime de rébellion commis par Carla. Pour le soutenir, Carla dit à Lise de ne pas supplier pour sa vie car Soma leur a envoyé de nombreuses lettres pour les faire changer d'avis, mais elles les ont refusées. De retour à la forteresse d'Elphidon, tandis que Kied et Al observent l'arrivée de l'armée de l'air, Kied comprend immédiatement que Soma a gagné la bataille contre le lanceur de sorts. Tolman ordonne à ses troupes d'attaquer le château de Carnan, mais d'éviter les zones résidentielles. Soma et Al se félicitent mutuellement du succès de leur plan, bien qu'ils aient tous deux eu des difficultés à gérer leurs ennemis. Observant leur conversation, Carla est surprise de voir que Al s'adresse au roi de manière très informelle, et Lise lui explique que Soma le tolère parfaitement. Entre-temps, les généraux de Carmen rapportent les dégâts causés par les attaques de l'armée de l'air et demandent quelles mesures prendre contre la force qui les a trahis. Après avoir appris que Soma contrôle désormais entièrement le ciel, Carmen comprend que son peuple est en quelque sorte pris en otage et réalise qu'il a perdu Soma. Ces généraux, cependant, ne partagent pas ce sentiment car l'armée est intacte et ils peuvent encore utiliser les civils innocents comme boucliers humains pendant qu'ils se réfugient dans le château. Ces propositions égoïstes surprennent Carmen et il peut enfin déceler la véritable nature des généraux qu'il protégeait. Il les surprend en faisant placer des colliers de servitude autour de leur cou afin qu'ils doivent supplier Soma de leur épargner la vie. Carmen demande également à son bras droit de lui placer un collier similaire et d'annoncer sa reddition totale à Soma. Un message est parvenu à Soma indiquant qu'un cessez-le-feu avait été instauré à Randall, et les fidèles de Soma furent étonnés de constater que la guerre était terminée aussi rapidement. On voit le vieux Carmen tenant une bouteille de vin coûteuse, offerte par le roi Alder. Il avait prévu de s'enivrer le jour du mariage de Lise et disait chérir ce cadeau par-dessus tout, mais il sait maintenant qu'il pourrait être capturé et ne jamais voir ce jour arriver. Interrompant sa rêverie, Beowulf arrive avec la bonne nouvelle que Soma n'envahissait pas la ville et n'avait emmené que l'armée de Carmen vers une destination lointaine. Cela plaît tellement à Carmen qu'il lève sa bouteille en l'honneur de Soma et de Lise. Cardilla, confuse par le revirement de situation, exige des explications de Soma et de Lise. On lui dit que le duc Carmen a tout orchestré. Soma précise qu'il n'avait jamais eu l'intention de combattre les imposteurs, mais que seule la duchesse, par le biais du lien entre sa petite-fille et Soma, le soutenait initialement. Et malgré son manque de soutien envers Soma, le duc Carmen avait, étonnamment, ses propres plans secrets pour démasquer et régler le compte des officiels corrompus de son armée. Cela a donc servi l'intérêt du royaume. Il présente ses excuses à Carla car son père n'a malheureusement pas été mis au courant du plan secret, de peur que, s'il était divulgué, le sacrifice du duc Carmen soit vain. Carla dit comprendre après avoir appris que Carmen avait risqué sa vie pour que tout cela se produise. Retour à Altamora avec Gaius et son fils imprudent. Il projette de donner une leçon à Weiss, mais voit quelqu'un escalader les remparts. Gaius est surpris de voir que c'est la duchesse. Après un moment, il comprend qu'elle était probablement là depuis le début et en contact étroit avec Soma. Son fils saisit rapidement qu'ils ont été piégés et dit à son père qu'ils doivent battre en retraite immédiatement. Soudain, Excel crée un portail qui diffuse l'annonce de Soma. Il a remporté la guerre civile et contrôle désormais toutes les forces armées. Il dénonce également Caius pour avoir exploité le conflit à son avantage en tentant de s'emparer d'Altamora pendant les combats. Il lui déclare donc la guerre et l'informe que l'armée interdite se dirige vers Vannes, la capitale amydonienne, pour la conquérir. La princesse d'Amydonie apprend que l'armée de son père a subi une embuscade au retour et qu'une partie de ses hommes ont été mis hors de combat par l'armée interdite. Jules et Caius réussissent cependant à recruter des soldats supplémentaires dans les villages environnants. Mais à leur arrivée à la capitale, Elfide l'a déjà conquise, arborant partout ses drapeaux et étendards. Caius est consterné, croyant Vannes entièrement perdu. Mais son fils aperçoit le château, dépourvu de drapeaux elfidiens,
et ordonne l'élimination de l'armée interdite. Soma apprécie cette perspective d'attaque frontale. Il ordonne donc à son armée d'engager le combat et Arc dispose ses hommes en formation spéciale. La bataille commence, les armées s'affrontent avec une force considérable. Mais qui change la donne? Grâce à ses pouvoirs magiques, elle emprisonne certains soldats amydoniens derrière une barricade de terre tandis que Hall lance une lance de feu en direction des soldats. Pendant ce temps, Soma est profondément préoccupé par quelque chose, et Carla veut savoir ce qui le trouble autant. Il lui confie alors que, si la situation dégénère, il pourrait devoir mettre sa fierté de côté et supplier pour que la vie de ses hommes soit épargnée. Cependant, il a remarqué qu'il agissait récemment davantage comme un roi, même s'il se sent un lâche à l'idée d'un bain de sang. Dans ce contexte, il décide qu'il doit cesser de jouer le rôle d'un roi temporaire et assumer pleinement ses responsabilités royales. Sur le champ de bataille, Gaius réalise qu'il a commis une grave erreur en envoyant ses soldats déjà fatigués au combat. Il ordonne donc à Julius de fuir car ils sont défaits. Bien qu'hésitant à quitter son père, Julius finit par s'échapper du champ de bataille avec un groupe de soldats. Soma est averti que Gaius fonce droit sur lui avec une petite armée d'élite, l'armée principale s'étant retirée. Il annonce alors à Carla qu'il va transférer le contrôle du collier d'esclave à Lys et que, si quelque chose devait lui arriver, sa volonté finale est que Lys devienne le prochain souverain du royaume. Carla refuse de céder à une requête aussi absurde car elle pourrait maîtriser Gaius si Soma le lui ordonnait. Soma donne l'ordre et elle s'élance. Arc voit l'armée approcher et pointe sa lance vers Gaius, mais en examinant de plus près le corps, il réalise qu'il a été trompé et qu'il ne s'agissait que d'un sosie. Carla, quant à elle, repère rapidement Gaius et lance l'attaque. Il se défend facilement, les laissant dans une impasse car tous deux sont d'égale force. Mais soudain, la marionnette de Soma apparaît de nulle part et frappe Gaius, ce qui le fait beaucoup rire car il ne comprend pas comment une marionnette est censée le vaincre. Immédiatement, Soma dit à Carla de s'écarter et tandis que Gaius s'approche, Soma contrôle sa marionnette pour bloquer l'attaque d'un coup, tout en ordonnant à Carla de mettre le feu à la marionnette. Une forte explosion retentit après que Gaius ait été enflammé et Soma accourt pour vérifier si Carla va bien, mais elle est contrariée qu'il soit sur le champ de bataille, s'exposant à la mort, ce qui causerait beaucoup de chagrin à Lys. Étonnamment, Gaius sort des flammes et continue de charger vers Soma, même s'il n'est pas vraiment en pleine forme. Alors qu'il approche, de nombreuses flèches sont tirées sur lui, mais cela ne l'empêche pas de lancer son épée sur Soma. Par chance, l'épée s'arrête à quelques centimètres de Soma et ne le blesse pas, et Gaius finit par s'effondrer, mort. Soma est impressionné par la bravoure de Gaius et de ses guerriers, même s'il précise que leur histoire devrait figurer dans les livres d'histoire. La princesse Rora apprend la triste nouvelle de la mort de son père, elle s'isole et verse quelques larmes pour pleurer son vieux père. Le lendemain, Lys découvre que Soma projetait en réalité de prendre Amydonie depuis un certain temps, mais est surpris du faible nombre de victimes aux frontières. Il explique qu'Akuyan lui avait conseillé de ne pas évacuer les villageois vivant à la frontière, de peur que les troupes amydoniennes ne découvrent trop facilement ses plans. Il précise ensuite qu'il avait simulé une attaque de monstres de feu pour effrayer les villageois et les inciter à quitter la zone sans évacuation officielle. Arc informe Soma que Rora a quitté la ville avec le ministre des Finances et quelques officiels, et que Julius est parti vers l'ouest avec des soldats. Soma demande alors à certains bureaucrates de ramener les officiels, car ils sont importants pour le développement d'Amydonie. Ensuite, Poncho rapporte que le trésor amydonien ne possède pas suffisamment de réserves alimentaires, mais plutôt une abondance d'armes. Soma répond que les armes seront vendues tandis que la nourriture sera rationnée dans tout le pays jusqu'à stabilisation de la situation. S'il n'y a toujours pas assez de nourriture, il devra en faire acheminer d'urgence depuis son propre royaume. Un autre officiel signale que les soldats amydoniens ont le moral élevé, ce qui faciliterait la prise d'autres villes du royaume. Mais Soma déclare qu'il ne conquérera aucune autre ville car il n'est pas prêt à gérer des problèmes trop importants avec l'Empire. Il sait d'ailleurs que l'Empire va intervenir car il a violé le traité interhumain visant à unir les hommes contre le royaume démoniaque en utilisant la force militaire pour s'emparer de Van, la capitale. Amydonie étant signataire de ce traité, l'Empire pourrait prendre des mesures drastiques pour la récupérer. Lys s'étonne qu'il n'ait pas signé le traité, sachant les conséquences, mais il lui répond que la déclaration comportait une clause secrète susceptible de fragiliser l'Empire à l'avenir. Depuis la guerre, la haine et la négativité envers les elfes et le royaume sont fortes, aussi Arc se demande si Soma a prévu quelque chose pour apaiser les tensions. Par hasard, Soma appelle Yuna, et elle est ravissante dans son uniforme bleu marine. Il lui explique ensuite qu'il l'a invitée à participer à la phase suivante de son plan, un projet appelé Lorelai. Plus tard, une présentatrice télé annonce qu'elle va commenter les événements du jour dans le royaume d'Elfite et ses environs.
Il semble que Soma ait organisé une sorte de spectacle, car Aïcha est vêtue d'une jolie robe qui la met un peu mal à l'aise. Lorsque Soma apparaît à ses côtés à l'écran, les habitants d'Amidonia sont stupéfaits de voir que c'est un si jeune homme qui a vaincu Gaius. Soma annonce ensuite qu'ils accueillent le premier spectacle musical d'Elfrieden, puis il présente une jeune fille sur scène. Elle interprète sa jolie chanson et Yuna est la suivante. Pendant la prestation de Yuna, Soma attire Aïcha à part pour lui confier qu'il a invité un invité surprise à chanter, mais qu'il a besoin d'elle pour veiller sur lui. Sans hésitation, Aïcha se frappe la poitrine pour montrer qu'elle le protégera au péril de sa vie. Soma détourne maladroitement le regard après avoir vu ses muscles se tendre ainsi. La prestation de Yuna plaît beaucoup au public et Soma invite son invité surprise à se produire. Il la présente comme la générale de division Margarita d'Amidonie, qui interprétera l'hymne national amidonien. Le public est choqué et un bref silence s'ensuit, mais dès qu'elle commence à chanter l'hymne, tous témoignent leur respect. Dès qu'elle termine, elle dit à Soma qu'il peut maintenant la décapiter. Cependant, Soma la surprend en disant qu'il n'a aucune raison de le faire, et elle n'arrive pas à y croire car l'hymne amidonien est essentiellement une chanson sur la reconquête de leurs terres volées aux Elfites. Pourtant, Soma lui explique que les Elfites n'ont aucune loi absurde interdisant les hymnes d'autres pays et qu'un bon pays est un pays où chacun peut chanter librement ce qu'il veut. Entre-temps, la prédiction de Soma concernant l'Empire est sur le point de se réaliser. À la tête du traité de l'humanité se trouve le grand empire du chaos, dirigé par une dame très belle et douce nommée Maria, également connue comme la Sainte de l'Empire. Maintenant, la sœur de Maria, Jean, lui annonce qu'elle se rend dans la ville occupée de Van pour négocier avec Soma la libération de la ville afin de préserver le prestige de l'Empire. Après ces récentes conquêtes, nous retournons à un travail administratif conséquent, et notre héros réalise qu'il porte un lourd fardeau suite à l'acquisition récente de Van. La bonne nouvelle, cependant, est que le peuple de Van manifeste un regain d'intérêt pour se relever après de nombreuses années de domination. Wora observe que depuis que le pouvoir a été retiré à son père, la population n'a jamais connu une telle liberté. Elle est persuadée qu'ils n'accorderont pas à son frère l'accès au trône, et tout cela grâce à Soma, car après son discours motivant à la radio, il s'est employé à réduire les impôts et à stimuler le commerce. Elle, cependant, projette de faire payer à Soma ce qu'il a fait à la capitale et à sa famille. Soma est informé qu'une armée se dirige vers eux, il demande donc d'être tenu au courant de toute évolution. À ce moment, Pancho le rejoint, lui apportant une plante de lys fascinante aux effets hallucinogènes, mais surtout les racines de lys, denrées alimentaires d'une grande valeur. Pour récolter ces racines, on utilisait cependant des orang-outans, connus pour leur dépendance aux effets hallucinatoires de la plante de lys. Soma demande s'il y a des orang-outans en Amidonie, et Pancho lui répond que oui, et qu'il a déjà contacté Tomo pour négocier un accord avec eux. Ils recevront des barils de plantes en échange de leur aide à la récolte des racines de lys. Après avoir tout organisé, Pancho prépare un ragoût avec les racines de lys et le sert à la population, en leur donnant également des portions à emporter. Plus tard, Soma, Luna et Tomo sont au marché, et Soma porte un chapeau pour dissimuler son identité. Lorsque Tomo s'éloigne pour faire des courses, Luna le rapproche et le retient par le bras, l'assurant qu'il est bien protégé et en sécurité avec elle. Elle propose qu'ils aillent faire du shopping pour sa jeune sœur adoptive, Tomo, et lorsqu'il arrive au magasin, il dit à la fillette de choisir ce qui lui plaît. Luna la suit et choisit de jolies robes pour elle, mais Soma choisit une paire de chaussures peu attrayantes, alors le ministre utilise une analogie militaire pour lui expliquer que les hommes et les femmes négocient différemment. Soma comprend et laisse Luna s'occuper de tout. Soma demande pourquoi il a utilisé une analogie militaire, et il répond que dernièrement, il a dû gérer une petite personne charmante mais rusée, que nous connaissons tous comme étant la princesse d'Amidonie. Après le shopping, Tomo est vêtue d'une très jolie robe et porte un sac rempli de vêtements plus qu'elle ne peut en porter. Elle est ravie et reconnaissante envers son frère aîné pour son cadeau, même si les chaussures sont assez peu esthétiques. Soma offre aussi une barrette en forme de coccinelle à Luna, qui est toute troublée en le remerciant. Luna lui dit d'acheter des cadeaux pour Lys et les autres, et il lui répond qu'il a un cadeau pour tout le monde. Il lui demande aussi d'oublier les formalités et de l'appeler par son prénom, alors elle se penche vers lui et le traite de « coquin ». Il s'arrête à un stand pour manger un morceau, et Tomo s'endort sur les genoux de Soma. Quelques minutes plus tard, un présentateur météo annonce un temps ensoleillé à Elfrieden et à Van, idéal pour faire la lessive. Soudain, une voix féminine derrière eux dit qu'il est incroyable de voir la diffusion par GEM utilisée de manière si novatrice, et en se retournant, il découvre Genuforia, la chef de l'armée de l'Empire. Voyant que ses gardes ont maîtrisé les siens, Soma lui fait remarquer qu'elle doit avoir beaucoup d'audace pour s'être introduite si facilement sur son territoire. Luna s'avance pour protéger Soma,
mais Genuphoria précise qu'elle ne voulait faire aucun mal, elle voulait simplement vérifier la véracité des rumeurs qu'elle avait entendues à propos de Soma. Elle lui dit avoir entendu dire que Soma était un souverain sage qui avait redressé la situation économique d'un royaume en faillite, et trouvé une solution durable à la famine en utilisant des moyens créatifs pour préparer des plats appétissants, pourtant généralement peu appréciés. Après quoi, elle ajoute avoir également entendu dire qu'il était un grand amateur de femmes, qui, malgré ses fiançailles avec la fille de l'ancien roi, rassemblait les plus belles femmes du royaume pour former un sérail. Luna n'est pas surprise et rit même, car elle avait entendu la même rumeur, mais notre héros est sans voix en apprenant la réputation dont il jouit. Genu lui explique que si ces rumeurs sont fausses, son plan ne fonctionnera pas, car elle comptait utiliser sa belle-sœur pour le supplier de libérer le royaume d'Amidonie, connaissant sa faiblesse pour les belles femmes. Soma est surpris que Genu soit prête à utiliser une personne aussi respectée que sa sœur, connue même comme la sainte de l'Empire, pour une telle action. Cependant, Genu précise que sa sœur n'aime pas être appelée sainte, car elle est tout sauf une sainte. Maria, quant à elle, ne s'oppose pas à ce titre s'il a un effet bénéfique sur de jeunes hommes comme Soma. Entendant cela, Luna propose son propre titre amusant, chanteuse, et demande à Soma ce qu'il en pense. Après un moment, Genu explique à Soma qu'il est un roi amusant qui s'entend très bien avec ses officiels, ce qui prouvait amplement la stabilité de son règne. Genu ajoute que pour la même raison, sa sœur, Maria, est considérée comme une sainte, bien que chacun ait gardé une certaine distance avec elle. De plus, Maria est profondément dévouée à ses devoirs et traite tout le monde de manière égale. C'est la raison de son implication dans la demande de libération d'Amidonia, car elle n'a rien à gagner personnellement à les aider autrement. Genu trouve l'idée de diffusion d'informations fascinante et demande l'autorisation à Soma d'en faire de même dans son pays. Elle s'interroge sur l'origine de cette méthode novatrice d'utilisation de la diffusion par gemme, et Soma lui explique que c'est en fait chose courante dans son monde d'origine. Immédiatement, Genu s'incline devant Soma, s'excusant au nom de l'Empire de l'avoir convoqué depuis son monde. Soma lui répond qu'il savait que l'Empire n'avait pas besoin d'un héros, et qu'il avait été convoqué pour servir de contribution au bien-être d'Elfrieden. Le royaume d'Elfrieden n'était pas signataire de l'accord sur l'humanité, mais en a néanmoins bénéficié. Cependant, en raison de la situation économique précaire de leur royaume, ils ne pouvaient contribuer autant que les royaumes voisins. Ils durent donc invoquer un héros en guise d'offrande aux démons, afin de donner l'impression de prendre des mesures sérieuses. Genu affirme que personne ne s'attendait à ce que l'invocation de héros fonctionne ou que la situation du royaume d'Elfrieden s'améliore, mais Soma a prouvé le contraire. Désormais, Soma souhaite protéger sa nouvelle famille, et il espère que Genu acceptera son autorité sur les terres d'Amigonia. Mais elle répond qu'elle aussi a une famille à protéger, alors Soma lui propose de négocier pour trouver un compromis. Genu espère qu'il lui laissera une chance et s'en va aussitôt. On a le sentiment que ces négociations ne seront pas aussi faciles qu'espéré. De retour au château, Thomas montre avec enthousiasme sa nouvelle robe aux dames, et Soma offre à Aïcha le rouge à lèvres qu'il lui a acheté. Aïcha est ravie de son cadeau et espère devenir plus féminine pour son cher roi. Lise, observant la scène, brûle de jalousie jusqu'à ce que Soma lui offre un magnifique collier qui lui va à ravir. En contemplant sa famille partager joie et rire, Soma renforce sa détermination à la protéger coûte que coûte.